Jeudi 9 avril 2026, la librairie Ombre Blanche recevait Tariq Ali, historien, journaliste, commentateur politique, écrivain d'origine pakistanaise, membre du comité de rédaction de la New Left Review et directeur éditorial de la maison d'édition londonienne Verso. Il y présentait son ouvrage paru chez Sabine Wespieser, éditeur, On ne peut pas plaire à tout le monde, Mémoires 1943-2024, traduit par Diane Meur. Un livre qui revient sur son riche parcours depuis la fin des années 60, son opposition à la dictature militaire pakistanaise qui le contraint à l'exil en Grande-Bretagne, ses combats contre la guerre du Vietnam, contre les oppressions en Russie, en Inde, Bolivie, Brésil. L'entretien était mené par Jacques Rochefort et les propos de Tariq Ali, traduits par Aurélie Delevalet. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir à la rencontre de notre invité, Tariq Ali, que nous sommes très heureux, très émus de recevoir et d'entendre parler. On a énormément de chance. Il vient nous parler de son livre qui est publié aux éditions Sabine Wespieser, éditeur. Et je remercie Sabine Wespieser et la maison pour avoir permis l'organisation de cette rencontre et la présence de Tariq à Toulouse. Voilà, je dis juste un petit mot également sur les deux co-intervenants, enfin Jacques Rochefort qui va mener l'entretien. Je le laisserai le soin de présenter plus avant Tariq Ali et puis le livre, et Aurélie Delvalet que je remercie qui va assurer l'interprétariat de la rencontre. Voilà, merci à vous et merci surtout et aussi à Tariq Ali. Merci beaucoup. Donc je ne vais pas vous le redire, merci beaucoup d'être venu. Pour, je dirais, converser avec Tariq Ali, qu'on est très heureux et très honoré de recevoir à la librairie Ombre Blanche, au sujet de la parution de son dernier ouvrage qui s'intitule « On ne peut pas plaire à tout le monde », édité chez Sabine Wespieser. Et je voudrais en profiter pour saluer le travail de la traductrice Diane Meur, parce que parfois on ne salue pas assez le travail des traducteurs et des traductrices, qui a, je dirais, fait un travail remarquable, puisqu'elle a réuni dans ce volume deux ouvrages qui étaient parus en langue anglaise et qu'a écrit Tariq Ali. Donc, saluons-la et remercions-la. Donc, Aurélie Delevalet sera, si je puis dire, la voix française de Tariq Ali. Alors, Tariq Ali, vous êtes né à Lahore, vous êtes auteur d'essais politiques et historiques, dont certaines sont déjà traduites en français, comme le Choc des intégrismes, que vous avez édité chez Textuel en 2002, Obama s'en va en guerre à la Fabrique en 2010, et vous êtes surtout l'auteur de 2 cycles romanesques chez Sabine Wespieser, la Trilogie de la chute du communisme, auquel appartient un ouvrage qui s'intitule Berlin-Moscou, et le quintet de l'islam que vous avez publié entre 2007 et 2011, toujours chez Sabine Wespieser. Vous êtes aussi journaliste et éditeur, vous êtes directeur de la New Left Review. Vous avez écrit pour le théâtre, le cinéma et la télévision. Alors, pour présenter rapidement votre ouvrage, ma lecture, si je puis dire, et débuter cette conversation, je dirais que ce livre est l'histoire de votre parcours. Un récit d'ailleurs au passage très vivant, enlevé, jamais nostalgique,
Une traversée d'époque qui va des années 1960 et même avant à aujourd'hui. Vous êtes une figure de la gauche qu'on va qualifier de radicale de la génération 68 en Grande-Bretagne, puis en Europe, et enfin dans de nombreux continents où vous avez donné des conférences et fait des prises de position. C'est un ouvrage plein d'anecdotes et d'humour. Ce livre couvre, je le disais, un éventail de thèmes et de lieux. Le Pakistan, où vous êtes né, l'Amérique latine, le Vietnam, l'ex-URSS sous la perestroïka que vous décrivez à travers une série de journaux que vous tenez, la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher et bien d'autres endroits de la planète. C'est aussi un ouvrage où il y a beaucoup de rencontres et de récits d'amitié. Il y est aussi question d'histoire familiale, on va y revenir en présentation, depuis votre naissance à Lahore, au Pakistan, mais aussi de théâtre, de cricket à l'ère post-coloniale, de Don Quichotte, de nombreuses lectures politiques, votre travail à la New Left Review avec Perry Anderson, notamment. Et à travers cette trajectoire, vous revenez sur vos engagements et vous tentez d'explorer la manière dont les révolutionnaires et les mouvements de masse, comme l'on dit, ainsi que les intellectuels, s'il en reste encore, ont réagi et réagissent aux situations actuelles. Alors, pour débuter cette conversation, je vous demanderai, vous avez écrit « On ne peut pas plaire à tout le monde ». Alors, à qui souhaitez-vous plaire? Et question corollaire, au vu de vos engagements antérieurs, est-ce que d'après vous, on est rentré dans une nouvelle phase de l'histoire du monde? Thank you very much. I'm very happy to be in Toulouse and to meet an old comrade. We were discussing before this event in the cafe, and we exchanged a story about that period. Alors merci beaucoup, je suis vraiment ravie d'être ici à Toulouse et surtout de revoir un vieux camarade puisqu'on discutait juste avant la rencontre au café de la librairie et nous échangions donc une petite histoire, une petite anecdote. He said the first time he saw me was in Toulouse in 1969 at a very big meeting we had in this town for Alain Crevine's presidential campaign. And I told him I remembered that meeting extremely well because as part of Crevine's campaign, they had hired a private plane to take Crevine around the country. And when the plane landed at Orly, it was surrounded by the cops, by the police. And I joked with Alain Crevine. I said, they have come to arrest you, that's the end of your campaign. Spend the next few weeks in prison. But in fact, they had come to arrest me. And expel me from France for interfering in French politics. Et donc cette petite anecdote concernait le fait que Jacques m'a vu pour la toute première fois à Toulouse en 1969 lors d'un meeting de la campagne présidentielle d'Alain Crevine. Et je me souviens qu'on avait, pour cette campagne, on avait loué un jet privé. Et en fait, au moment où cet avion allait se poser sur l'aéroport d'Orly, il y a la police qui est arrivée et qui nous a encerclés. Et alors j'ai dit à Alain, c'est la fin de ta campagne, tu vas te faire arrêter, tu vas finir en prison, tout est fichu. Et en fait, pas du tout, parce qu'il venait pour moi et pas du tout pour lui. Et donc, mon chef d'accusation, c'était d'interférer dans la politique française. And I was banned from France
I came, of course, but I was banned. From that day, in 1969, to Mitterrand's election victory, many years later, when Régis Debray was in the Élysée, and I rang and said, we campaign to release you from Bolivia, please lift this stupid ban on me. He's shocked. The ban is still in place? I said, yeah. So they lifted it within 24 hours, but it was a long expulsion. Et donc j'ai été banni de France depuis ce jour de 69 jusqu'à la victoire de Mitterrand, alors que Régis Debray était à l'Élysée. Je lui disais, mais on a aidé à ta libération de Bolivie. Est-ce que tu pourrais pas mettre fin à ce bannissement, s'il te plaît? Et effectivement, du coup, cette interdiction d'occuper le territoire a été levée sous 24 heures, mais ça a duré quand même un certain temps. Bien. Alors, je reprends ma question. Est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle période politique? Yes, my book, so that people understand, is in fact two books edited into one, very beautifully by Dianma, my old translator and now editor. She brought them together. So there's a very clear demarcation. Some of the book is about the 60s and 70s and what we call the epoch of wars and revolutions. The rest of the book is about the present period, about an epoch which we can call wars, since they continue. They never stop. Wars and counter-revolutions. And the defeat of the late 90s has had, we can see the effect it has had on the social, political, economic and cultural life of many parts of the world, not just France, but here it has been noticed very sharply, because Paris, for my generation, was the workshop of the world as far as ideas and intellectual life was concerned. That stopped. It became the workshop of something else. We can, discuss that later informally. But it became very different. I mean, to say it in a ridiculous but yet symbolic way. I mean, once you had Jean-Paul Sartre and the launch of Le Temps Moderne, and then in this period that opened up, you had Bernard-Henri Lévy pretending to be an intellectual. And that difference, more or less, sums up the huge shift that has taken place in France. Donc mon livre, effectivement, dans son édition française, comme vous l'aurez compris, est en fait le rassemblement de deux volumes différents, et en ça, effectivement, la traductrice a fait un incroyable travail, et il y a une vraie démarcation du coup entre ces deux volumes. Le premier se passe et traite notamment des années 60-70, une époque que j'appellerais l'époque des guerres et des révolutions, là où le deuxième volume traite plus de la période actuelle, donc période de guerre, certes, puisqu'elle continue, mais surtout à présent de contre-révolution. Puisque la défaite de la fin des années 90 a quand même eu un très lourd impact sur la vie sociale, politique, économique ou culturelle dans beaucoup d'endroits dans le monde, pas seulement en France. Et cela dit, c'est peut-être un fait qui est d'autant plus tangible ici en France, parce que Paris, et notamment quand j'étais jeune, Paris à la fin des années 60, c'était quand même l'atelier de toute la réflexion politique et intellectuelle avant tout. Et puis bon, après peut-être les choses ont-elles évolué, ça on pourra en discuter après la rencontre ensemble si vous le souhaitez, mais effectivement quand même on avait à l'époque des gens comme Jean-Paul Sartre, enfin les temps modernes, et là qu'est-ce qu'on a? On a Bernard-Henri Lévy qui se prend pour un intellectuel. Je pense que ce fait à lui seul résume parfaitement le changement qui s'est opéré en France. Alors peut-être revenons aux origines familiales. Et
quel rôle, parce que vous racontez dans cet ouvrage donc la période où le Pendjab était sous domination britannique, et il y a des anecdotes familiales qui font que votre grand-père, qui était plutôt pro-britannique en quelque sorte, alors que votre père était au Parti communiste indien. Donc je me dis que dans la famille, ça devait discuter. Et puis il y a le rôle important à travers cette formation, je dirais, de départ, ce que vous avez trouvé dans la bibliothèque familiale, où, pour vous, la lecture de Dumas et de Balzac est importante, et vous dites qu'à un moment donné, heureusement, au fond, que vous avez eu des rhumatismes articulaires, parce que vous avez pu lire en même temps le Capital, le manifeste du Parti communiste de Marx et les Trois mousquetaires. Et là, je me demande quel était le plus intéressant. Well, I mean, they're very different books, but the most interesting book I read, which in my teenage years and youth, I read about twice or three times in the space of 5 years, because I was quite fascinated by it. It was a novel, again, a Dumas novel, The Count of Monte Cristo. And I now think back and say, why did that novel have such an impact on people, not just me, but many, many people? I run into people all over the world, and those who read novels, when we're discussing, it's quite strange. The name of The Count of Monte Cristo comes up, and we discuss quite seriously, what is it? And I said, I think that novel does in a strange way what all of us would like to do in some ways, but in politics, not on a personal level, is get our revenge on the people who have been oppressing the poor, making wars, doing horrific things, which go on till today. And it's this element of revenge which is so strong in Dumas, but it also speaks to people from different cultures and different continents. I think that's what it is. If someone has a different idea, I'd love to hear it after the meeting. Alors ces deux livres sont certes très très différents, mais s'il y en a bien un qui m'a particulièrement intéressé quand j'étais adolescent et que j'ai lu à peu près 2-3 fois en l'espace de 5 ans et qui m'a vraiment fasciné, c'est le roman de Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Et quand j'y réfléchis, je me dis mais pourquoi cet ouvrage, pourquoi ce roman a-t-il eu un tel impact, pas seulement sur moi, mais sur tellement de gens à travers le monde, en tout cas tous les gens qui lisent des romans. Tout du moins, ce qui est étrange, c'est que à chaque fois qu'on parle littérature, le Comte de Monte Cristo va ressortir. Et pourquoi ça ? D'après moi, c'est parce que ce roman parvient de façon assez étrange à faire ce que nous aimerions tous faire d'une façon ou d'une autre, en politique, pas forcément à un niveau personnel, mais c'est se venger des gens des oppresseurs, se venger de ceux qui font la guerre jusqu'à aujourd'hui encore. D'ailleurs, c'est vraiment cet élément de revanche qui est si prégnant chez Dumas, qu'il touche en fait les gens, quelle que soit leur culture ou leur continent. Et pour moi, en tout cas, ça vient de là. Alors, si vous avez une vision différente, en tout cas, je serais ravi de l'entendre aussi, bien sûr. Pour rester dans la famille, dans votre famille, compte tenu du contexte que j'évoquais tout à l'heure, donc de votre grand-père d'un côté et de votre père qui était au Parti communiste indien, je dirais que
ça a dû jouer un grand rôle, et ça a joué, on le voit dans l'ouvrage, dans votre prise de conscience. Ça discutait beaucoup dans la famille. Well, I resisted writing about my family for a long time, but then there was a demand from young people in the family saying, no one else will tell these stories, please write before you die. I said, okay. and I did. Just to summarize it, because the whole story you will, those of you who are interested, will find in the book. It's a story. I come from a family which is very ancient and old and has been settled in the same part of northern India, northwest Pakistan, between the Pakistan and Afghan borders, since the 12th century. And it's a very beautiful part of the world. And lots of fruit trees. Alexander's historians wrote about it, that they had unripe mangoes from this area when they were conquering India. And the generals then ordered the soldiers, don't touch those unripe bananas and mangoes because they make you constipated and you are no good at fighting. Which was true, by the way. So this family I was part of in later years. And my grandfather was the Prime Minister of the Punjab, that whole area. And my other grandfather was in his cabinet, and their children. My father's father was in the cabinet. My mother was the daughter of the Prime Minister. They fell in love, and these should be happy tidings. It was not an arranged marriage. They liked each other. My father had joined the struggle against British imperialism in India and had joined the Communist Party as the best party to wage this struggle. And my mother was young but very rebellious politically and on many other levels. And she finally said to her father, because she would refuse to marry all the people paraded in front of her, this. And she said she would only marry my father. And my grandfather said, you cannot marry a communist over my dead body. So they married in secret, but without revealing the story to their parents. Finally, she revealed it because she was under very heavy pressure. And she was warned by my grandfather not to. Finally, the elders of the family collected and said to my grandfather, what's your problem? So what if he's a communist? Our family predates all this nonsense. If their children are in love, let them marry. And he said no. So they said, okay, impose some conditions. So thinking, he thought of a condition which it would be impossible for my father to accept, which is, he said, you have to join the British Army and go and fight with the British in Europe against fascism. You should be pleased because, fascism is your enemy as well. And my father said, yeah, I will fight fascism in my own way, not with the British. But then roughly at the same time, Hitler attacked the Soviet Union. And the order went out to communists all over the world. This is now a popular war against fascism. Join whatever you have to join to defeat Hitler. So my father joined, and the pictures on the wedding day are of him in uniform and smiling and looking very triumphant. So I make the joke that if Hitler hadn't launched Operation Barbarossa, I wouldn't exist. It's quite likely.
Alors, d'abord, j'étais assez réticente sur le fait d'écrire sur ma famille, et puis ça m'a pris pas mal de temps pour écrire ces mémoires. Et les plus jeunes me disaient mais pourquoi t'écris pas sur notre famille? Parce que si toi tu le fais pas, personne va le faire. Donc j'ai dit bon, ok, d'accord, je vais le faire. Et en fait, pour résumer un peu toute l'histoire, si ça vous intéresse d'avoir plus de détails, vous pourrez en lire plus dans le livre. Mais disons que je viens d'une famille très ancienne qui est installée dans la même zone du nord de l'Inde, disons près de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan depuis des générations, depuis le XIIe siècle. C'est une région absolument magnifique, très connue pour ses fruits, ses arbres, qui, lors de la conquête d'Alexandre le Grand, on mettait en garde les soldats en disant attention, ne mangez pas ces vilaines mangues et ces vilaines bananes parce que vous allez être constipés, vous ne serez plus en mesure de vous battre. Et ce qui s'est révélé être en plus tout à fait vrai. Et donc, j'avais un grand-père qui était Premier ministre du Punjab et mon autre grand-père qui faisait partie de son cabinet. Et leurs enfants, alors il y avait ma mère. Ma mère était donc la fille du grand-père que je viens d'évoquer. Et elle est tombée amoureuse de mon père. Ils étaient très, très heureux et ils ont souhaité se marier et mon père souhaitait était très impliqué effectivement dans l'indépendance de l'Inde et dans le parti communiste, que selon lui c'était celui qui était le plus à même de se battre pour cette région. Et ma mère à l'époque était une jeune rebelle aussi politique, et elle a dit et à l'époque, mon père son père lui présentait tout un tas de prétendants qu'elle refusait tous absolument systématiquement. Elle a juste dit à mon grand-père, le seul homme avec lequel je souhaite me marier, donc c'est celui qui allait devenir mon père. Et mon grand-père était absolument pas d'accord. Il a dit jamais de la vie tu n'épouseras un communiste, jamais de mon vivant, ni même sur ma dépouille. Et donc, mes parents se sont mariés en secret. Bon, ils ont fini par révéler leur union suite à de très très fortes pressions. Et les autres membres de la famille de mon grand-père disaient mais c'est quoi le problème? Il est il est communiste, mais quand même notre famille est enracinée dans la région depuis longtemps. Ils s'aiment, qu'ils s'épousent. Mon grand-père a jamais voulu en démordre. Et puis il a fini quand même par vouloir consentir, aller à une condition aussi la plus irréalisable d'entre toutes, c'est d'imposer à mon père de rejoindre les troupes britanniques pour lutter contre le fascisme à cette époque-là. Et donc mon père a dit bon, d'accord, je vais le faire à ma manière. Je ne rallierai peut-être pas les troupes britanniques, mais je le ferai à ma manière. Sauf qu'au même moment, Hitler a lancé son attaque contre l'Union soviétique, et donc cette guerre est devenue une guerre populaire. Il s'agissait maintenant de lutter contre le fascisme, peu importe, à n'importe quel prix. Et donc sur les photos de mariage, on voit donc mon père en uniforme, parce que s'il n'y avait jamais Hitler, je pense qu'il n'y aurait jamais eu ce type de photo. Et donc on voit mon père en uniforme sur ces photos de mariage. Et j'aime beaucoup dire que donc si l'opération Barbarossa n'avait jamais eu lieu, peut-être que je ne serais jamais née. Alors peut-être on va poursuivre sur vos engagements. Ensuite, donc vous partez en Angleterre. Un peu contre votre gré d'ailleurs, au départ, vous le dites dans l'ouvrage, et puis là les engagements, la politisation va advenir, et vous commencez d'ailleurs par, vous évoquez notamment l'assassinat de Lumumba et la conférence de Bandung, donc à l'époque cette fameuse conférence des non-alignés. Et puis, on ne peut pas tout évoquer parce que sinon on serait là demain matin. Mais pour en arriver à cette période, la période du Vietnam, où vous allez jouer un rôle très important, donc, et
La question que je voudrais vous poser, à une époque où aujourd'hui on parle de Sud global, comment, à travers la façon dont vous êtes inscrit dans ces luttes, et quand on regarde aujourd'hui votre engagement, notamment pour la cause palestinienne, comment les choses, je dirais, est-ce que le type de solidarité a évolué? Solidarity has changed in a very fundamental way. Okay, I will say that. La solidarité a changé de façon drastique et fondamentale. In the 1960s, solidarity with the Vietnamese meant that you wanted to be like the Vietnamese and challenge the United States and what they were doing. And France erupted, Italy erupted, Portugal erupted, and later on in the 70s, Britain erupted. And the image of the Vietnamese, this poor peasant nation, fighting against the United States was very strong in our minds. Dans les années 60, la solidarité avec le peuple vietnamien signifiait que on avait envie d'être comme eux et de défier les États-Unis et ce qu'ils faisaient à l'époque. Et donc ça s'est propagé en France, en Italie, au Portugal, un peu plus tard aussi en Grande-Bretagne. Et cette image qu'on avait de ces paysans pauvres qui se battaient contre les États-Unis, ça a vraiment laissé une très forte impression dans les esprits. Vous avez aussi joué un grand rôle dans la mise en place du tribunal Russell. Et vous avez rencontré Russell, d'ailleurs. Yes, we because of the Vietnam War had been going on for a long time. The French, of course, it was a French colony. Then the Vietnamese defeated the French in the Battle of Dien Bien Phu in 1954, which was a huge defeat for the French. 11,000 French prisoners were taken, and that startled. Alors oui, effectivement, la guerre du Vietnam s'éternisait et c'était d'abord une colonie française et la France a subi une très forte défaite en 1954 lors de la bataille de Dien Bien Phu. Ça a été énorme, il y a eu plus de 11 000 prisonniers du côté français et donc à partir de là, le monde colonial a vraiment commencé à voler pleinement en éclats. Then the Americans took the place of the French, and they fought on completely unnecessarily. Puis les Américains ont remplacé les Français et ont mené une guerre complètement, absolument pas nécessaire. And the American war in Vietnam was a cruel, vicious, genocidal war. Et donc la guerre qu'ont menée les États-Unis au Vietnam, c'est tout simplement une guerre cruelle, vicieuse et génocidaire. War crimes were being committed every day. Les crimes de guerre étaient commis chaque jour. Nothing we are seeing in Palestine, Gaza, or Iran, or Lebanon is new. Et rien de ce qu'on voit en Palestine, à Gaza, en Iran ou au Liban n'est nouveau en fait. It has all been done before. Tout ça, ça a déjà été fait. At that time, Bertrand Russell, the philosopher, asked some of us to meet with him. Et donc à l'époque, Russell, le philosophe, nous a demandé à quelques-uns d'entre nous de le rencontrer. And he said the world will do nothing. Et il nous a dit, de toute façon, le monde ne fera rien. He meant the official world. Il voulait bien sûr dire par là le monde officiel. And he said we need to set up an international war crimes tribunal. Et donc il a dit, il va falloir que l'on mette en place un tribunal international des crimes de guerre. And he contacted Jean-Paul Sartre in Paris. Et donc il a pris contact avec Jean-Paul Sartre à Paris. And they both agreed to launch an appeal to create an independent war crimes tribunal.
Et donc, tous les deux, ils se sont associés pour lancer un appel à un tribunal international indépendant pour les crimes de guerre. Important people, intellectuals, lawyers, etc., from all over the world came to participate in it. Et donc des intellectuels, des avocats, enfin vraiment des personnes majeures du monde entier sont venus participer à ce tribunal. Including black American leaders, black peace activists. Que ce soit des leaders afro-américains, des militants afro-américains. So it was, of course, the initiative was attacked. The Americans said there are no war crimes being committed. And Bertrand Russell invited the American president to send whoever he wanted to defend what the United States was doing. And the Americans said, no, we will not participate in this tribunal. Et donc, bien sûr, Russell a informé le président américain qu'il pouvait être représenté par qui il voulait pour être défendu face à ce tribunal. Et les États-Unis ont simplement répondu non, nous, de toute façon, ça ne nous intéresse pas de participer à ce tribunal. So I was asked to go to North Vietnam not just as an inspector of war crimes. I was very young. But they said, make notes, see what you see, talk to victims, talk to whoever you can talk to, and come back and report. Et donc j'ai été envoyée au Nord-Vietnam comme, disons, un observateur, un inspecteur des crimes de guerre. Et on m'a dit, surtout, prends des notes, prends un maximum de notes, rencontre un maximum de gens, tous les gens que tu puisses rencontrer, et puis reviens et informe-nous et documente tout ça. So I went with a team which included a French doctor from the PSU, Dr. Abraham Behar, and an American peace activist who was the editor of Viet Report, and 2 other doctors. And we traveled the whole country. And we had to travel at night because during the day they were bombing everything. Et donc, je suis partie avec un docteur français qui s'appelle Ibrahim Behar, un militant pour la paix américain, deux autres médecins. Et donc, nous avons traversé le pays, mais on devait toujours traverser le pays de nuit, puisqu'en journée, il y avait des bombardements. And the Vietnamese who were our host would look at me particularly and say, you are very sad, don't be sad. And I would say, how can I not be sad when I see children without legs, arms amputated, faces wiped out, bodies burnt by napalm, other chemical agents? How can we not be sad? Et donc nos hôtes vietnamiens me regardaient et me disaient, enfin, parce que j'avais l'air particulièrement triste, ils me disaient mais ne sois pas triste. Et moi je leur répondais, mais comment ne pas être triste quand on voit des enfants qui ont perdu leurs jambes, leurs bras, qui ont le visage arraché, quand on voit toutes ces brûlures au napalm, comment ne pas être triste? They said, we live here, we see it every day. And I'm going to say a thing which might sound cruel to you, but you get used to it. Et donc, on me disait, mais nous, on vit là et on voit ça absolument tous les jours. Et je vais vous confier quelque chose qui peut sembler extrêmement cruel, mais c'est vrai qu'on s'habitue. Then they took us to a military briefing. Puis donc, ils nous ont amené un débriefing militaire. And the colonel giving the report explained how they were going to defeat the United States. Et donc le colonel qui menait la discussion nous a expliqué comment il allait mettre en défaite les États-Unis. We were incredulous. On n'y croyait pas. They were completely confident. Et ils étaient vraiment sûrs d'eux. It's not their country, they don't know it. They will start losing people in such huge numbers, and we will win, we will defeat them. C'était pas leur pays, ils n'y connaissaient rien, ils allaient perdre beaucoup de gens, mais c'est pas grave, on allait les mettre en défaite. I said, well,
Good, we hope so, but we have to fight. What can we do? J'ai dit j'espère bien, mais bon, s'il faut se battre, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire? They said you have to go and build peace movements and solidarity movements. Et ils m'ont répondu, allez construire des mouvements de paix, des mouvements de solidarité. I said, can't we bring in international brigades like during the Spanish Civil War and fight with you? Et est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, vous amener des brigades internationales, comme ça a été le cas pendant la guerre civile espagnole, et venir se battre à vos côtés? And the Prime Minister of North Vietnam came and embraced me. Et le Premier ministre du Nord-Vietnam est venu m'embrasser. He said, comrade, times have changed. Et il m'a dit, camarade, les temps ont changé. Spanish Civil War was fought with rifles and machine guns. La guerre civile espagnole a été battue avec des carabines et des mitraillettes. Now death comes from the air. Et maintenant, la guerre se fait dans les airs. They kill us every day. Ils nous tuent tous les jours. And what can you do to help that we can't do ourselves? Et We don't need manpower. Que pouvez-vous faire que nous ne puissions faire nous-mêmes? And the other thing he said was, if we ask for volunteers from Europe and North America, the Russians and the Chinese will say, we aren't giving you enough, you're insulting us in public. Et puis une autre chose aussi, c'est que si on demande des volontaires en Amérique, qui viennent d'Amérique du Nord et d'Europe, alors les Russes et les Chinois vont dire mais quoi, on vous en fournit pas assez, et ce sera une espèce d'insulte publique. That experience, 6 weeks in Vietnam during the height of the war, seeing the people, the conditions, what was happening to them, changed my life forever. That was the most formative period in my life. Et donc cette expérience de 6 semaines au Vietnam, au plus haut de la guerre, de voir les gens, toutes les conditions, tout ce qui arrivait à ces personnes, ça a changé ma vie pour de bon, et ça a eu un effet, ça a été formateur comme n'importe quelle autre, comme aucune autre période n'a jamais eu d'importance. C'est l'époque d'ailleurs où vous allez être à l'origine de 2 chansons. L'une qui s'appelle Street Fighting Man, les Rolling Stones, et Power to the People, John Lennon. Donc, grande influence. I didn't ask them to write. They felt like writing it, and they wrote the songs and sang them. And Mick Jagger sent it to me and said, London is an awful place for street fighting, the song said. And he said, I've written this song for you, but the BBC are refusing to play it. So please put it in your newspaper and spread the news. We did, and within 2 months the BBC were playing it. And with John Lennon it was different. When the Beatles wrote Revolution 1 and Revolution 2, the newspaper I edited, the Black Dwarf 60s paper, wrote a critique of these albums, and John replied. We replied, and then he rang me up and said, I can't keep arguing with you in the letters pages of your newspaper, why don't we meet up? So we started meeting, and then finally I said, can I do an interview with you? Alors je leur ai jamais demandé de les écrire, ils ont eu envie de le faire, ils l'ont fait, ils les ont chantés, et une fois d'ailleurs Mick Jagger m'a envoyé sa chanson en disant Londres est vraiment un endroit abominable pour descendre dans la rue,
Et il dit voilà, je t'ai écrit cette chanson, mais la BBC refuse de la diffuser. Tu veux pas en parler dans ton magazine? Et c'est ce que j'ai fait. Et 2 mois plus tard, la BBC s'était mise à diffuser la chanson sur ses ondes. Pour John Lennon, c'était un peu différent quand les Beatles ont sorti leurs albums Révolution 1, Révolution 2. Moi, je travaillais à l'époque pour le Black Dwarf, mon magazine des années 60, et j'avais écrit une critique de ces albums, et John m'a répondu en plus en disant qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec moi, que peut-être on devrait se rencontrer pour discuter. Puis de discussion en discussion, je lui ai demandé mais pourquoi je ne ferais pas carrément un entretien en bonne et due forme avec toi? So we went to do a long interview with him. First he said, no, I'm not important enough and I'm not knowledgeable enough. I'm not an intellectual, so why waste your time? I said, it'll help us. He said, okay. So we did the interview and published it, and it had a huge impact. Et donc nous avons fait ce long entretien, et d'abord John m'avait dit non, enfin je suis pas quelqu'un d'assez important, ou je suis pas non plus assez établi en tant qu'intellectuel, mais voilà, je lui ai dit mais ça nous aiderait beaucoup. Il a dit bon ben alors d'accord, on l'a fait, on l'a publié, et cette interview a eu un impact incroyable. And the next day John rang me up. Le lendemain, John m'a appelé. And said, I was so inspired by our interview that I've written a song. Et il m'a dit, j'ai été tellement inspiré par cet entretien que j'ai écrit une chanson. I said, great. J'ai dit, génial. He said, do you want me to sing it? Do you want to hear it? I said, of course. Il m'a dit, tu veux que je la chante? Tu veux l'entendre? J'ai dit, bien sûr. And he sang, you know, without any accompaniment, but just using the table. Power to the people. So I heard it. What do you think? I said, it's good. And he said, will you sing it on demonstrations? I said, yes, we will start singing in 2 weeks' time when we have the next big demonstration. Can I come? I said, welcome. So he came. And we sang the song, and the song was issued as a single record and went right up in the charts. I think the first time that's happened to a political song, and of course Mick Jagger's song as well, Street Fighting Man, went right to the top. So there was a stage in British culture where 2 political songs written for me were on the top of the charts. That's an experience that has never happened again. Et donc, vous savez, il s'est mis comme ça à me chanter Power to the People en tapotant sur la table, et il me dit mais alors qu'est-ce que t'en penses? Toi, elle est bien. Il me dit mais alors tu vas la chanter dans les manifs? Je dis ben oui. Dans 2 semaines, on a quand un grand rassemblement. Et donc John dit mais je peux venir? Je dis pas bien sûr. Donc il est venu et nous avons chanté cette chanson ensemble. Et puis cette chanson est devenue un single qui a connu le sommet des hit parades. Et c'est la première fois qu'une chanson politique allait aussi haut dans les charts. Il y a eu aussi la chanson de Mick Jagger, bien sûr, Street Fighting Man. C'est quand même incroyable que ce soit exactement au même moment que ces 2 chansons si politiques aient eu un tel succès dans les charts britanniques, et c'est une expérience qui ne s'est jamais plus reproduite. Alors ce livre est aussi, je le disais tout à l'heure, un livre de rencontres où vous évoquez toute une série de personnages. Alors je rappelle que c'est une période où vous avez été membre du comité exécutif international de la 4e internationale, l'époque où il y avait des gens comme Livio Maitan, Ernest Mandel, Hansen, Jordan, Daniel Ben Saïd aussi en a fait partie à une période. Et je voudrais que vous évoquiez 2
personnages, il y en a beaucoup dans l'ouvrage, mais 2 personnages qui sont, je crois, importants à vos yeux. D'une part, Ernest Mandel, et puis d'autre part, alors quand on va évoquer la question palestinienne, c'est Édouard Saïd. Ernest Mandel was a Belgian Marxist. His family had fled Germany. His father had been in the German Communist Party, and they instinctively fled Germany. Ernest Mandel était un marxiste belge qui a fui l'Allemagne. Son père était un membre du Parti communiste allemand et instinctivement il a fui l'Allemagne. And Ernest told me he never forgot his father's words. His father said, when the fascists went to break up the Social Democratic Party's offices in Berlin and drove them out of power with force, the Social Democrats didn't resist. And his father said, this is the first sign for me that the fascists were going to take Germany. Et donc Ernest m'a dit, j'ai jamais oublié mon père qui me disait lorsque les fascistes se sont emparés des bureaux du Parti social-démocrate par la force et que les social-démocrates n'ont posé aucune résistance. Il m'a dit ça, c'est vraiment le premier signe que le fascisme va s'emparer de l'Allemagne. And Ernest himself was arrested at, I think he was 17 years old. They had written a leaflet against the German occupation. And like young people, they wanted to see the effect the leaflet would have when it was distributed or picked up by German soldiers, which was crazy thing to do. And they were arrested. I said, what did you think they were? He said, well, we were internationalists. We thought they would read our leaflet and be impressed and desert. I said, yeah. Okay. But he was then locked up in a transition camp which would have sent him off to Auschwitz. But he talked to the jailers, the warders, guards at the transition camp, and he said many of them were former Social Democrats, former members of the Communist Party, and they saw my young face, and I argued with them, and they said, okay, here is a bag of apples, run. And he describes running through the countryside till he got back to safety. So he had a big impact on us. He was an incredibly powerful political theorist and an economist. His books on Marxist economic theory had a huge impact on the whole of the European generation of that time. Et donc Ernest avait 17 ans lorsqu'il a été arrêté. Et il a été arrêté parce qu'il faisait circuler un petit flyer contre l'occupation allemande. Et comme beaucoup de jeunes gens, son petit plaisir, c'est d'avoir envie de voir quel allait être l'effet de ce papier sur les soldats allemands. Et donc forcément il s'est fait arrêter pour ça, mais il disait je suis un internationaliste et je sais pas, moi je pensais qu'ils allaient le lire et puis voilà, ne pas en faire toute une histoire. Et donc malheureusement il a été raflé, enfermé dans un camp de transition, puis en route vers Auschwitz, et il s'est mis à parler avec énormément de
garde du camp avec nombre de ses geôliers, et beaucoup étaient des sociaux-démocrates ou d'anciens communistes. Et il a eu de nombreuses discussions assez virulentes avec eux, au point qu'un beau jour, ils lui ont dit écoute, tiens, voilà un sac, il est plein de pommes, va-t'en, en fait, juste va-t'en. Et c'est ce qu'il a fait. Et vraiment, cet homme a eu un énorme impact sur nous. C'est un militant, un activiste politique extrêmement puissant, mais aussi un très grand théoricien de l'économie marxiste qui a eu vraiment un énorme impact. Edward Said was a Palestinian friend of mine, a great Palestinian intellectual who started his youth totally apolitical. He was a teacher of literature on American campuses, teaching in Columbia, and obsessed with literary debates till the 1967 war. And that war radicalized him, and he became very interested in his own country, as he told me, and never looked back, and became the foremost spokesperson of the Palestinian people in the United States and in other parts of the Western world. And we became close friends. We used to discuss, talk, non-stop. I'm glad he's dead, because he would not have survived seeing this business going on in Gaza. It would have killed him. And what would also have killed him was so many friends of his, Jewish friends, and others who supported what the Israeli government was doing. He would have spoken up, but he would have been very happy by one development, which has happened in the United States, but not in France, which is that a younger generation of Jewish people, men and women, growing up in the United States today at college and post-college, have been marching in solidarity with the Palestinians. Huge numbers, tens of thousands. So that the hardcore old Zionists, their parents and grandparents, are extremely worried. That would have pleased both Edward and Ernest Mondale, an act of internationalist solidarity with the oppressed. That hasn't happened in France, though I notice some things are beginning to change a bit. But by and large, one of the worst things about building solidarity movements today is the total weight of the national media and television networks against us. That was not the case in the 60s. The reporting, the coverage in Le Monde, the coverage even in Le Figaro, the coverage on television, on radio, reported both sides. They didn't just report the Americans. They reported the opposition. They interviewed Vietnamese. They interviewed us. Now it's just one side. And what this war is doing is basically affecting the functioning of democracy and debate in the Western world. That is what is going on. In the United States, they're trying very hard with new McCarthyism, killing their own people, etc. But it's not going to work, in my opinion. And I hope things change in this country. Germany, of course, I won't even talk about some of the things that have been done in Germany on the streets to young Jewish people. Young Jewish people protesting against what's going on, beaten up by German cops. So naturally in Germany, the Jews shout Gestapo. And then everyone says, oh, they call us Gestapo. But that is what has been going on. And in France, it's appalling what the government has done. Trying to stop demonstrations, trying to say you can't do this, you can't say that.
And what has effectively happened is that they have lost deliberately, creating a situation where debate is no longer possible. That never happened before in post-war Europe. We could debate. I debated conservatives many times. They debated us. It was accepted. Now no debate is possible because they cannot answer some of the charges being made by those who are protesting. That's also a big difference. Edward Said était un de mes amis palestiniens, un très très grand intellectuel. Et il faut savoir que dans sa jeunesse, il était totalement apolitique. Il enseignait la littérature et surtout sur des campus américains, et notamment à Columbia. Il était obsédé par le débat littéraire jusqu'à bien sûr la guerre de 67, et c'est là qu'il a commencé à se radicaliser et à avoir un véritable intérêt pour son pays, et il n'a plus jamais fait machine arrière, et il est devenu l'un des porte-paroles majeurs de la Palestine aux États-Unis et dans tout le monde occidental, et donc on est devenus amis, et on discutait énormément. D'ailleurs, je suis content qu'il soit décédé quelque part parce qu'il n'assiste pas à tout cela. Je pense que ça l'aurait tué lui et d'autres, et de nombreux autres amis, de mes amis juifs et d'autres encore qui ne comprennent pas ce que fait ce gouvernement. Et s'il y a bien eu une chose, un événement heureux, si je peux dire, un détail heureux, c'est que qui s'est passé aux États-Unis, en tout cas, même si c'est pas tout à fait le cas en France, c'est que la jeune génération juive, hommes et femmes confondus, se sont mises de plus en plus aux États-Unis dans les universités et dans le monde post-universitaire aussi, on sont descendus dans la rue et ont vraiment manifesté en solidarité avec le peuple palestinien. Et je veux dire, je parle de dizaines de milliers de personnes, ce qui montre un énorme élan de solidarité envers les opprimés, alors ce qui n'a pas tout à fait été le cas en France, même si les choses changent un petit peu, mais en tout cas c'est ça qui est important dans la construction d'un mouvement de solidarité. C'est le poids que peuvent avoir les médias et les divers réseaux, puisque jadis, en tout cas, cette couverture médiatique, que ce soit télé, radio, etc., portait toujours un éclairage sur les deux côtés. C'était pas juste les États-Unis, mais aussi les Vietnamiens, nous-mêmes. Et maintenant, en fait, on ne met plus l'éclairage que sur un seul des deux côtés. Et je pense que cette guerre affecte profondément le fonctionnement de la démocratie et du débat dans le monde occidental. On l'a bien vu aussi, par exemple sous McCarthy, certes. Bon, mais tuer ou s'en prendre à son propre peuple, ça fonctionne pas. Alors je parlerai même pas d'ailleurs de ce qui se passe en Allemagne par exemple, où de jeunes juifs se font battre par les flics parce qu'ils manifestent dans les rues, et donc certains les pointent du doigt en les traitant de Gestapo, mais appelons un chat un chat. Oui, faire ce que vous faites, ça rappelle cela, bien sûr. Donc vraiment, ce qui change par rapport à avant, c'est exactement ça, c'est qu'on a perdu la capacité à pouvoir débattre entre nous, entre les deux côtés. Dans l'Europe de l'après-guerre, ce débat avec les conservateurs, par exemple, était encore pleinement possible. On pouvait échanger nos idées. Maintenant, c'est impossible. Et pourquoi ? Parce que les forces en puissance ne souhaitent même plus répondre des charges qu'on leur met sous le nez.
In all the European countries, of the Western Europe, but the others too, a large majority of the population, of citizens, are against the wars. Both Israel's wars against Palestine and the bombing of assault on Iran by Israel and the United States. A majority are against. But the politicians who run these countries ignore. And the more they ignore, the more dangerous it is. That's the reality. Une toute dernière phrase. Dans tous les pays européens occidentaux et dans les autres aussi, il faut quand même garder à l'esprit qu'une large majorité des citoyens sont contre toutes ces guerres. La Palestine, le bombardement des États-Unis en Iran, une large majorité est profondément contre, mais les politiciens et les dirigeants en fait, ignore complètement l'opinion populaire, et plus cela se passe, plus c'est dangereux. Et voilà la réalité. Alors, avant peut-être de passer la parole à l'auditoire, deux petites questions un peu différentes, pas forcément. Vous êtes aussi, Tariq Ali, un acteur culturel. Je veux dire par là, critique littéraire, vous avez fait de la critique cinématographique, vous avez travaillé pour le théâtre, vous avez fait des textes pour le théâtre, pour la télévision, vous avez rencontré Peter Brooks quelquefois, et j'observe que dans votre ouvrage, vous faites une place importante à la poésie. Quelle place ça a pour vous? Et comme on dit parfois, c'est une question que l'on qualifie de bateau, mais je la pose quand même. La poésie sauvera-t-elle le monde? Well, the answer will be too long unless people want to stay the whole night. But la réponse serait extrêmement longue et ça pourrait nous prendre toute la nuit. But very briefly, I grew up with poetry. I grew up in a country where a majority of the people were illiterate and their only contact with culture was through poetry. So in many parts of the country, in Pakistan, poetry readings were attended by tens and tens of thousands of people. And the poets said something. And it's the same in the Arab world. It's the same in many parts of the world. Poetry played a huge role in educating people. And when poets died, tens of thousands of people marched behind their coffin. Alors disons que brièvement, j'ai grandi effectivement avec la poésie. Je viens d'un pays où les gens à l'époque, en tout cas, étaient majoritairement illettrés, et donc leur véritable contact avec la culture se faisait par la poésie. Par exemple, au Pakistan, il y a de nombreuses lectures de poésie auxquelles se rendent des milliers et des milliers et des milliers de gens. Les poètes sont des gens qui ont vraiment quelque chose à dire. C'est un peu la même chose dans le monde arabe et en fait dans plein d'endroits dans le monde. Donc c'est vrai que la poésie joue un rôle énorme dans l'éducation des gens, et lorsqu'un poète meurt, il y a toute une foule qui suit son cercueil lors des funérailles. Une dernière question avant de passer la parole, comme je le disais. Compte tenu, Tariq, de votre itinéraire, de votre passé, quand on regarde ce qui se passe actuellement, vous l'avez un peu évoqué, la situation que nous vivons et que vit le monde aujourd'hui, notamment pour ceux qui, comme nous, voulons le changer, du moins j'espère, qu'est-ce qui peut nous donner des raisons d'espérer? I don't think we should ever give up hope,
because history is not a linear process. It goes up and down, up and down. And this century, so far, has been a very bad one for many people. Many people. But when young people especially say, is there any hope of revolution? I say, well, I don't know. I have to be honest. We were very sure and certain when we were young. But given what's happened to the world, and given the total alienation of the population from its politicians, we should be happy when even some politicians emerge who we may not agree with on everything, but who at least challenge the status quo. And yesterday in Paris, I had lunch with Jean-Luc Mélenchon. I was very happy to speak with him because he's a politician there are not many like him in other European countries. And I said to him, what do you think? Jean-Luc, are people going to vote for you? Let's say there's 2 rounds, it's the far right versus you. And he said that too much hate is being created. You criticize Israel, you're an anti-Semite. Now, he said, people don't believe it because I fought back. But I said the important thing is to win over the base of the Socialist Party and other parties so that we do not have a far-right victory in this country. And he said, I know many parts of the establishment will prefer a far-right victory to mine. I said, I'm not talking about the establishment. It's the ordinary people you have to go to. So, there are people like him who one can discuss with and debate with, which is extremely important. There are not many like him in any other European country at the moment. So we fight on the best way we can and we fight in circumstances and contexts that do not favor us. They favor those in power. And all I say is we carry on fighting, telling the truth, not hiding the truth, not running away, not saying things like, we can't do anything. That's not true. People can still do things, as they have done with the solidarity movements. 11 million people marched against Trump in the United States a few weeks ago. That's not nothing. It's not totally satisfactory, but it's something. The solidarity movements with Palestine in Britain have produced, over the last 2 years now, 15 big demonstrations, 250,000, 500,000, 100,000, going on, still going on. I just got a phone call before I came to this meeting saying, can you speak at a meeting on Monday? So, we do what we can without having too many illusions. To give up would be wrong, morally wrong and politically wrong. Alors, je dirais qu'il ne faut surtout pas qu'on abandonne l'espoir. L'histoire n'est pas linéaire. Il y a des hauts, des bas, et c'est vrai que ce siècle, pour l'instant, a été quand même particulièrement rude à de nombreux points de vue. Et quand les jeunes me demandent, mais est-ce qu'il y a de l'espoir pour une révolution, par exemple, moi je réponds, je sais pas, sincèrement, je sais pas. Oui, on y croyait vraiment quand j'étais plus jeune, mais bon, étant donné l'état du monde actuel, l'aliénation de la population face à leurs politiciens,
On est déjà bien content quand une voie politique semble commencer à émerger pour essayer de mettre à mal ce statu quo, et peu importe de quel bord politique elle est. Et, par exemple, hier, j'étais à Paris et j'ai dîné avec Jean-Luc Mélenchon, et j'étais ravie de le faire parce que bon, il n'est pas forcément très bien vu dans pas mal de pays européens, mais voilà, je lui disais tiens, imaginons que les élections aient lieu là. Comment est-ce que tu verrais les choses s'il y avait l'extrême droite et toi au final? Et il dit en fait le gros problème, c'est que tout le mouvement du Parti socialiste est fragilisé dès sa base, parce qu'il y a une majorité de gens qui, dans le fond, dans le monde actuel dans lequel nous sommes, préféreraient voir une victoire de l'extrême droite. Et qui penche de ce côté-là, bien sûr, c'est l'establishment. Et donc, c'est ce débat qu'il est extrêmement important de pouvoir conserver, même si il peut être décrié en Europe. Il faut vraiment se battre malgré que les circonstances actuelles ne soient pas trop en notre faveur, mais plutôt semblent aller du côté de ceux qui sont déjà au pouvoir. Mais bon, il faut continuer le combat, continuer à dire la vérité, ne pas s'enfuir, ne pas se taire, ne pas dire mais je peux rien y faire, parce que si les gens y ont toujours fait quelque chose. Donc encore là, tout récemment, quand on voit les milliers de personnes qui sont descendues dans la rue contre Trump, c'est déjà quelque chose, ce mouvement de solidarité envers la Palestine, qui a aussi donné lieu à peu près une quinzaine de manifestations en Grande-Bretagne, et ce nombre ne fait que grandir encore chaque jour. Par exemple, là, pas plus tard qu'avant de venir parler ici, j'ai reçu un coup de fil et on m'a demandé de venir parler à un meeting lundi prochain. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est faire du mieux qu'on peut, faire tout ce qu'on peut sans se faire trop d'illusions, et puis aussi sans faire rien qui aille trop à l'encontre de nos idées, qu'elles soient politiques ou intellectuelles. Merci. On va passer la parole, prendre quelques questions. Donc, alors, on ne va pas refaire l'histoire, et vous n'allez pas la refaire avec Tariq Ali, évidemment. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a des questions, pensez à Aurélie, qui va devoir les traduire, donc précises et concises, si je puis dire. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour vos livres, ce dernier, mais aussi les précédents. Moi, j'aurais aimé vous entendre un peu sur le quintet de l'islam, qui est un livre, qui est une série donc, de 5 livres importants. J'aimerais savoir pourquoi ça vous a paru important d'écrire ces livres-là, et que ce soit aussi sous la forme romanesque. I started writing the Islam Quintet when the wars began in 91, the first Gulf War. Why? Because accompanying these wars was a growing addiction to Islamophobia. In order to explain the wars, the commentators and intelligent people in some cases said it's the fault of Islam. Alors j'ai commencé à écrire le quintet de l'islam au tout début de la première guerre du Golfe, vers les années 1991, parce qu'il y avait une addiction grandissante à l'islamophobie pour expliquer cette guerre, et des commentateurs, et certains d'entre eux, même des gens assez fins et intelligents, disaient c'est la faute de l'islam. And Edward Said, after my first novel, Shadows of the Pomegranate Tree, appeared, Edward Said said, now go and tell the whole bloody story, don't stop, about the clash between Islamic civilization and Western Christendom. And that's what I attempted to do. I'm very glad I did it,
And the French translations in particular are very good in my opinion. And it was to really, I mean, you know, you write a novel and the novel takes you over. But it was, the aim was to educate populations which had no idea, including Muslims. Many, many Muslims do not know their own history. And I used to joke, they used to sometimes in a light-hearted way criticize me and saying, of all the people to do this, it's you. I said, yeah, only atheists can be objective. And that's why I did it. And, you know, they're still being read. And I think will be read as long as Islamophobia exists in this part of the world and in other parts of the world too. They've been translated into, I think, 20 different languages. Et Édouard Saïd m'a dit une fois que j'ai écrit L'ombre du grenadier, mais il ne faut pas t'arrêter là en fait. Tu as écrit ce premier ouvrage, mais va raconter absolument toute l'histoire. Tu peux plus t'arrêter. Parle de ce clash entre la chrétienté occidentale et l'islam. Et je suis ravie de l'avoir fait. D'ailleurs, je trouve que la traduction française est excellente, vraiment. C'est vrai que quand on écrit un roman, souvent il s'empare littéralement de nous, mais je pense que ce que j'ai voulu faire indirectement, c'est d'éduquer les populations qui n'avaient aucune idée, et les musulmans y compris, aucune idée de cette histoire et donc de leur propre histoire. Et donc voilà, 8 ans, ça peut être quand même une période assez objective. Et en plus, cette saga continue d'être lue aujourd'hui, et je pense qu'elle le sera tant qu'il y aura de l'islamophobie, où que ce soit dans le monde. Et d'ailleurs, cette série a été traduite en de nombreuses langues et continue de l'être. Oui, moi j'ai beaucoup d'admiration pour votre parcours militant, et j'ai beaucoup apprécié vos œuvres, enfin celles qui ont été publiées en français en tout cas. Notamment le quintet de l'islam dont vous venez de parler. Mais alors, sans refaire l'histoire, il y a quand même une phrase très lapidaire que vous avez produite dans les dilemmes de Lénine, si je me rappelle bien, c'est le trotskisme, une note, ça ne vaut qu'une note en bas de page dans l'histoire du stalinisme. Et j'avoue que cette remarque m'avait un petit peu surpris. J'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. The point I was making was very simple. Ce que je voulais dire par là, c'est très simple. It's not that Trotskyism didn't serve an important purpose in that period. C'est pas tant que le trotskisme ne servait pas un but important à l'époque. Yeah, Trotsky's writings on German fascism, extremely important works. Par exemple, les écrits de Trotsky sur le fascisme allemand, ce sont des travaux absolument importants. Isaac Deutscher's Trilogie on Trotsky, extremely important. La trilogie de Deutscher aussi, la biographie en 3 volumes de Trotsky est extrêmement importante. But you know, when I think back now, I'm not ashamed of anything I did or some of my Trotsky's friends did. But I think we failed to see that it was too narrow, the movement. Oui, et maintenant, j'ai absolument pas honte de ce que j'ai fait ou de ce que certains de mes amis trotskistes ont pu faire, mais je pense que l'échec principal, c'était de ne pas avoir vu à quel point ce mouvement était trop resserré, trop restreint. And once Stalinism collapsed, which it effectively did after 1956 with Khrushchev and later Gorbachev, then you had to ask, what role does Trotskyism have to play, except attack the other group?
Et une fois que le stalinisme s'est effondré après 1956, avec l'émergence de Khrouchtchev puis Gorbatchev, on peut se demander quel a été le rôle du trotskisme, pardon, à part s'attaquer à l'autre groupe. And it never worked. In terms of becoming mass parties, that was the aim. Et ça n'a jamais marché, en tout cas du point de vue de devenir un parti de masse. And Trotsky had a very rigid conception of how new parties would arise. Et Trotsky avait une vision assez rigide sur la manière dont les nouveaux partis devaient émerger. He thought it would be a repeat of the post-First World War period. Il pensait que ça devait être une répétition de la période après Première Guerre mondiale. But the Soviet Union, under Stalin's leadership, whether we like it or not, was decisive in defeating the Third Reich. Absolutely decisive. Et l'Union soviétique sous Staline, qu'on l'apprécie ou non, a été absolument décisive dans cette défaite, en fait. And so the mass parties that grew up in Europe largely became mass parties after the Second World War. And the victory of the Red Army played a huge part in that. Et donc les partis de masse qui se sont développés ensuite en Europe l'ont fait après la Seconde Guerre mondiale, et la victoire de l'armée rouge a joué un très très grand rôle là-dedans. And the Trotskyist movement was marginalized, to be objective, all the different factions. Et le mouvement trotskiste a été marginalisé de toutes parts, quelles que soient les factions. So much so that, in recent years in France, Alain Crevin told me that after Jospin became the leader of France, he met him at a reception. And Jospin said, Alain, we always told you our group would take power first. Et donc, comme l'a dit, donc le mouvement trotskiste a été marginalisé, et par exemple, et notamment toutes ces dernières années en France, et comme Alain Cravin disait aussi, d'ailleurs, après pendant que Jospin était Premier ministre, il a rencontré une réception, un dîner, et Jospin lui a dit Alain, j'ai toujours su que notre groupe serait au pouvoir en premier. For those who don't know, Jospin was a member of a rival Trotskyist group known as the Lombardists. Et donc n'oublions pas que Jospin faisait partie d'un mouvement trotskiste opposé. Lambertiste. Ouais. Une autre question. Oui, merci d'abord pour la présentation vraiment très intéressante. En fait, j'aimerais avoir un commentaire sur une question. Le mouvement sioniste est un mouvement laïque. Énormément de l'islamophobie en France est venue du monde laïque. La plupart des États qui ont soutenu le génocide à Gaza sont des États laïques. De nombreux États, comme la Corée du Nord, ne peuvent pas être accusés d'être des États religieux. Comment expliquer que face à cette accumulation de choses qui sont faites dans un cadre dit laïque, énormément de gens continuent à répéter que la laïcité, c'est mieux que la religion. Et je ne défends pas la religion, mais c'est juste une question. Voilà. Et j'aimerais vos commentaires, puisque, par exemple, vous disiez qu'en tant qu'athée, vous étiez neutre pour parler de la religion. Well, I mean, secular states have been responsible for many crimes as well. Donc les États laïques ont été bien sûr responsables de nombreux crimes, on le sait bien. We don't say that is the fault of secularism. C'est pas nécessairement pour la laïcité en soi, mais That is the fault of those who make wars, who repress people, who lock them up, who create colonies. It has nothing to do with secularism as such.
Et donc c'est pas la laïcité en soi, c'est la faute des gens qui font la guerre, qui oppriment des gens, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être laïque ou pas. From that point of view, the Charlie Hebdo incident that took place in France some years ago was quite revealing. You know, mass movements of the elites of Europe for supposedly freedom of speech, which of course I support, but was it for that? Et en cela, les incidents de Charlie Hebdo il y a quelques années sont particulièrement révélateurs. Les élites des mouvements de masse remettent tout ça en brandissant la liberté d'expression que je défends moi-même, bien sûr, mais est-ce que c'était vraiment le cas dans leur cas? So I don't think it has much to do with that. It's the fact that this is where the countries who are resisting American domination happen to be Muslim countries. If the Middle East... Okay, say that. Donc je pense que ça a beaucoup à voir avec ça. Et lorsque les pays qui résistent à la domination américaine se trouvent être des pays du monde arabe. If the Arab world had been Buddhist, then the big enemy would be Buddhism. Because that's where the oil is. It lies under Buddhist lands. So this is very much linked to the accident, geographical accident, that a large part of the world's energy resources lies underneath lands that above the ground are peopled by Muslims. Et donc je pense que ce qui se passe avec les pays arabes, en fait, ça aurait été exactement la même chose si la religion de ces pays avait été le bouddhisme. Le bouddhisme serait alors devenu le grand ennemi. Et je pense que ça a à voir avec ce type d'accident. C'est un accident géographique, géologique, qui se trouve qu'une grande partie des ressources du monde se trouve sous la terre, occupée par des musulmans. And, you know, just on one question, I have been asked often, do you support women wearing the hijab? Une question qu'on me demande souvent, c'est est-ce que vous soutenez le fait que les femmes portent le hijab? I said a woman has the right to dress as she likes. And in France and Turkey, not now in Turkey, but in the past, they criticized wearing the hijab. And now laws have been passed forbidding it in certain places. What is different from those who force women to wear the hijab? Like Iran, it stopped it now, but for a long time it forced women. Saudi Arabia still does. Parts of the Gulf states too, some of the Gulf states. Parts of Pakistan, parts of Afghanistan, they still do insist. I'm opposed to that as well. Forcing people to wear it and forcing people not to wear it. And that is, I think, should be the correct secular position. But it amalgamates into this Islamophobic attitudes, especially in this country. Et donc du coup, souvent ce que je réponds à cette question, c'est qu'une femme a bien le droit de s'habiller comme elle veut, mais la France, la Turquie, alors jadis peut-être un peu moins, maintenant ont extrêmement critiqué cela et ont même passé des lois pour interdire le voile. Mais du coup, quelle différence ça fait entre ceux qui forcent à ne pas le porter et ceux qui forcent les femmes à le porter, comme c'est le cas en Iran, même si ça s'est un peu arrêté, en Arabie Saoudite, dans les États du Golfe, au Pakistan, en Afghanistan. Et j'insiste, du coup, quelle différence y a-t-il entre forcer à porter le voile et forcer
le porter. Je dirais que la bonne réponse laïque serait de ne pas faire l'amalgame avec l'islamophobie, mais ce qui est plutôt le cas ici dans ce pays. In the United States, which is one of the most religious countries in the world, women were not allowed to go onto the beach showing their legs. Their legs had to be covered before they were allowed to go into the sea. And many, many women who defied this were fined, threatened with all sorts of things, till the law had to be changed. This was a law in the United States. I think in Britain it was similar, but the United States was very noticeable. Et aux États-Unis, le pays le plus religieux au monde, les femmes n'avaient pas le droit de montrer leurs jambes sur la plage, et donc elles ont défié cela. Elles ont reçu tout un tas de menaces jusqu'à ce qu'une loi soit venue changer la situation. C'est un peu similaire en Grande-Bretagne, mais les États-Unis sont le plus remarquable à ce niveau-là. Bien, écoutez, nous allons en rester là, remercier vivement Tariq Ali de s'être prêté à cette conversation, vous remercier tous et toutes d'avoir été là, inviter à lire et à faire lire, comme l'on dit. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc chez Sabine Wespieser, éditeur. Vous pourrez retrouver cette conversation dans quelque temps sur les podcasts de la librairie Ombre Blanche. Remercier Aurélie, vous remerciez encore Tariq. Vous souhaitez... Vous venez d'écouter Tariq Ali à l'occasion de la parution de son livre « On ne peut pas plaire à tout le monde, Mémoires 1943-2024 » chez Sabine Wespieser, éditeur, traduit de l'anglais par Diane Meur, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 9 avril 2026. Parmi les livres de Tariq Ali traduits en français, on compte Le Choc des intégrismes chez Textuel, Obama s'en va en guerre à la Fabrique, Berlin-Moscou, La peur des miroirs ou encore Les dilemmes de Lénine, Terrorisme, guerre, empire, amour, révolution chez Sabine Wespieser. Réalisation et mise en onde Radio avec Radio Plus et Radio Terre.